Cette fois au complet, hein. On a vu Avigdor Lieberman, Tzipi Livni était là, Yair Lapid également, ceux qui le ont ministre séché de la le dîner Défense, hier. Moshe Yaalon, aux côtés d'Avigdor Lieberman. Voilà, donc là, tout le monde a tenu à être présent pour cet événement et Yuli Edelstein qui devrait donc prendre la parole en Et premier. les députés au grand complet, hein, l'hémicycle est complet. Voilà, donc la petite oreillette pour la traduction simultanée. Et nous allons écouter voilà, le coup de marteau et traduction donc sur i24 News. Cette session extraordinaire de la Knesset en honneur du président de la République de France, M. François Hollande, M. Shimon Peres, président de l'État d'Israël, M. le président de la République François Hollande et Mme Valérie Trierweiler et toute la délégation de France, les sénateurs, les parlementaires, les représentants, les ambassadeurs, les représentants des communautés juives, les représentants des domaines scientifiques, Madame Sarah Netanyahu, Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Madame Sheli Yachimovitch, la chef de l'opposition, Monsieur les juges de la Cour suprême, tous les personnels de la Knesset, tous les ambassadeurs en Israël, les représentants des communautés religieuses, les familles en deuil, les représentants des familles. Monsieur le Président, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans cette maison de la démocratie israélienne, dans la capitale unifiée de l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, cet endroit représente l'esprit de la démocratie israélienne et le souffle qui l'anime et qui est inspiré par les prophéties des prophètes d'Israël, ce souffle qui repousse toutes les persécutions et qui réalise ce qui se passe ici, cet esprit qui montre l'héroïsme du peuple juif qui s'est relevé des centres d'Auschwitz et de Treblinka et qui a fait revivre cet ancien pays. Cet esprit, ce souffle qui fait souffler le sens de la morale et qui œuvre en faveur de la démocratie, de l'égalité, de la fraternité. Mesdames et messieurs, cet endroit appartient à tous les habitants de l'État d'Israël, les Juifs, les Arabes, les Druzes, les représentants de toutes les communautés de tous les temps et de toutes les pensées. Dans cet endroit, nous échangeons et nous discutons avec passion. Nous parlons des événements quotidiens, de l'environnement. Nous parlons également de notre futur et de notre sécurité. Il y a quelques années, j'ai rencontré un collègue, une parlementaire d'un pays très calme et très pacifique. Elle nous a dit au cours de notre rencontre si elle disait, elle dit, je n'ai pas eu le courage, je n'ai pas le courage de discuter des questions de vie et de mort et je n'aurais jamais été parlementaire si j'avais dû le faire. Mais nous n'avons pas le choix de choisir les sujets dont nous allons discuter. Nous avons été envoyés par le public pour décider de sujets qui touchent à la société, à la sécurité, à la politique. On nous a envoyés pour voter, parfois avec beaucoup de crainte, et cela pour lancer des opérations militaires ou pour signer des accords de la paix. C'est donc un grand défi et un privilège, celui d'être des partenaires actifs dans l'établissement de cette souveraineté juive. Mais, Monsieur le Président de la République, le peuple israélien sait qu'il peut et qu'il doit rendre hommage
hommage à la République française pour son courage. Nous n'oublierons jamais que la France fut le premier État européen qui a reconnu les Juifs en tant que citoyens d'un pays, en tant qu'êtres humains. Vous avez fait un discours remarquable lors d'une conférence de la CRIF et vous avez mentionné, vous avez rappelé tout ce qui s'est passé, tous les actes antisémites, également tous les Juifs qui ont été liés à le destin de la France. René Cassin, Léon Blum, Lévinas et Edmond Clegg. Et n'oublierons jamais Émile Zola qui a défendu Dreyfus. Et n'oublierons jamais Maurice Blanchot, cet écrivain, et d'autres encore qui ont pris la responsabilité de sauver les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le gouvernement de Vichy et l'annexion nazie. Monsieur le Président de la République, parfois l'histoire est étonnante. L'affaire Dreyfus qui a effrayé beaucoup de Juifs, a également inspiré Herzl, ce visionnaire qui a décidé de lancer ce processus qui a créé et a mené à la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël a été créé à la sueur de notre front et avec beaucoup de sens du sacrifice. Notre pays est un petit pays avec beaucoup de puissance, beaucoup de force. Nous n'avons pas beaucoup de citoyens, mais ils sont de qualité. L'histoire de l'État d'Israël est une histoire merveilleuse, celle de créer à partir de rien et de continuer malgré les obstacles et pour relever tous les défis. Aujourd'hui, 65 ans après sa création, l'État d'Israël est une merveille civile, une merveille technologique. Nous ne sommes pas seulement au cœur du Proche-Orient. Nous sommes également au sein des terres arides africaines. Nous sommes au sein des pays en voie de développement. Nous tendons la main en Philippines et nous sommes partout là où on doit aider tous les peuples. Nous sommes au sein des microprocesseurs dans toutes les sociétés internationales dans le monde et nous sommes également un peuple où il y a des citoyens qui ont reçu des prix Nobel pour des découvertes qui ont apporté énormément à l'humanité. Monsieur le Président de la République, comme il convient entre deux États souverains, nous avons eu des hauts et des bas et c'est tout à fait naturel. Parfois, les intérêts ont fait une menace à cette amitié. Parfois, cette amitié a surmonté et a survécu également à toutes les difficultés. Au cours des dernières années, nous avons ce sentiment croissant de responsabilité mutuelle entre les deux États qui se caractérise par des coopérations scientifiques, technologiques, éducatives et autres. Je crois profondément que les relations entre nos deux pays s'approfondiront encore sous votre direction. Monsieur le Président, vous êtes venu ici à la Knesset après une visite à l'autorité palestinienne. Nous avons tous l'espoir de voir qu'il y aura un progrès dans les négociations entre les deux parties et que nous aurons un système de confiance qui se créera. Ce n'est pas un secret que dans cet endroit, nous avons des oppositions, des discussions. Et il ne s'agit pas ici de discuter de l'essence, mais de la manière de le faire. Nous voulons tous la paix, mais la façon d'arriver à la paix est un sujet que nous discutons. Une véritable paix ne peut provenir d'une campagne de critique de la part de l'autorité palestinienne. Nous ne pouvons pas non plus affronter une période et penser à quoi que ce soit lorsque on fait pression sur nous. Nous avons le droit de vivre en tant qu'État démocratique et si on nous laisse faire, nous pourrons continuer à
travailler, à négocier ensemble. Monsieur le Président de la République, le monde libre se trouve face aux menaces de l'Iran qui veut obtenir une arme de destruction totale. C'est impossible de supporter cela. Après la nuit de cristal qui a eu lieu il y a 75 ans, nous devons à nouveau nous battre pour vivre en tant que peuple libre et qui n'a pas à craindre toutes ces menaces. Monsieur le Président, vous êtes un leader très moral et très puissant. Je sais que votre attitude provient du fait que vous savez parfaitement que si l'Iran obtient cette arme nucléaire, il y aura un danger non seulement pour Israël, mais également pour toute l'humanité. Vous avez une position humanitaire, humaniste, qui correspond tout à fait à la politique de la France. Vous, dans votre esprit, dans votre pays, un homme est un homme. Et M. Léon Blum nous a dit ici, la moralité consiste en la moralité, de pouvoir faire un choix. Monsieur le Président, l'État d'Israël apprécie le choix courageux que vous avez fait et le fait que vous vous êtes mis du côté de la justice. Merci. J'ai l'honneur de donner la parole au Premier ministre de l'État d'Israël, le parlementaire M. Benjamin Netanyahu. Monsieur le Président, Shimon Peres, Monsieur le Président de la Knesset, Yuli Edelstein, Monsieur le Président de la République, la France, notre ami François Hollande et sa compagne Vali Treveler, ministre de l'État d'Israël, ambassadeur de la France en Israël, et délégation du président, parlementaires, très chers invités. Monsieur le Président de la République française, mon ami François Hollande, bienvenue à Jérusalem, bienvenue à la capitale de l'État juif d'il y a déjà 3000 ans. Le peuple d'Israël accompagne votre venue ici avec des sentiments d'enthousiasme et d'amitié. Vous avez dit hier que vous êtes un véritable ami d'Israël et je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous vous remercions pour votre appui et votre soutien à réaliser la sécurité d'Israël et à essayer d'obtenir la paix avec nos voisins. Nous saluons votre attitude selon laquelle une arme nucléaire dans les mains de l'Iran est un danger non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Monsieur le Président, lorsque vous êtes arrivé hier en Israël, j'ai dit que l'apport de la France à la civilisation est énorme. Et c'est vrai, Descartes, Montaigne, les scientifiques comme Lavoisier, Laplace, des encyclopédistes comme Diderot et Voltaire. Et je peux vous le dire que je le connais parfaitement parce que mon père avait rédigé l'encyclopédie hébraïque et les politistes comme Tocqueville, les chercheurs comme Marie Curie, Louis Pasteur, les écrivains comme Émile Zola et des artistes comme Rodin. Et la liste s'allonge. Quel apport à l'humanité. Mais très peu savent l'apport
essentiel et très spécial de la France au sionisme. J'ai écrit il y a longtemps que la présence de la France a commencé au début du XXe siècle. Il y avait cette vision qui remonte déjà à la Révolution française où on a toujours mis en évidence les droits et les devoirs de tous les êtres humains. Jean-Jacques Rousseau, un des penseurs les plus importants du XVIIIe siècle, Rousseau a parfaitement distingué la situation du peuple juif. Les Juifs, a-t-il écrit, sont quelque chose de particulier. Sparte, Athènes ont disparu et d'autres encore ont disparu. Mais Sion n'a jamais perdu ses enfants. Et Rousseau, qui a toujours combattu pour les droits de tous, a dit « Jamais je pense que les Juifs seront eux-mêmes et libres lorsqu'ils auront leurs propres écoles, leurs propres universités, leur propre pays. À ce moment-là, ils pourront s'exprimer librement et nous saurons ce qu'ils ont à dire. » Et en disant cela, Rousseau a été un pionnier qui a parlé de la liberté personnelle qui s'exprime dans la liberté nationale. Et cette pensée, cette position s'est développée au XIXe siècle. Et le fait que si l'on établit le peuple juif dans sa propre patrie, on pourra donner une solution à ce problème juif. Les Juifs reviendraient alors à une situation normale, non pas en tant que nation, mais également en tant qu'individu, comme le pensait Rousseau. Napoléon aussi, c'est ce que l'on dit, voulait que les Juifs reviennent dans leur pays. C'est ainsi et c'est ce que pensaient les leaders juifs qui citaient toujours ce qui s'est passé en 1799 et qui auraient dit réveillez-vous les Juifs, vous devez vous dresser comme nation parmi toutes les nations. Et toute cette façon de penser a été renforcée par les écrivains, les philosophes, les poètes. Lamartine, par exemple, qui sont venus ici, qui a écrit « C'est la Judée, c'est ici que se trouve la place du peuple juif ». Monsieur le président de la Knesset a mentionné l'importance de l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme. Ce sont les deux les éléments qui ont poussé Herzl à ce sionisme politique. Mais il y a eu d'autres influences extrêmement positives, comme par exemple Élie Zola, qui s'est dressé contre l'antisémitisme, et Clémenceau, le président de la France, qui encourageait la création d'un foyer juif lors de la conférence de Versailles en 1919. Et c'est également la position d'Albert Londres qui est venu ici en 1928 et cet écrivain s'était déplacé dans les communautés juives en Europe. Il a vu cette pauvreté en Europe orientale, en Europe occidentale, et Londres est venu ici, il a écrit ceux qui aident les gens dans les Carpates et rencontrent ceux qui se trouvent aux environs
de la Vistule, et lorsqu'il vient ici, dans cette Méditerranée, dans cet pays, il verrait ce qui a été fait ici. C'est un rêve, c'est de voir, c'est la merveille que de voir ces gens qui jettent leurs chaînes et font des miracles sur la terre de leurs ancêtres. Ils étaient des esclaves, maintenant ils sont des hommes libres et ils échangent la honte par la fierté. La sécurité, la sûreté sera remplacée par la fierté et chacun pourra dire « je suis juif » et c'est là ma gloire. Londres, qui était vraiment un des journalistes les plus importants que l'on connaisse en France au XXe siècle. Il ne voyait que d'un œil, mais il a également compris à l'époque l'opposition, la profonde opposition de la population arabe face à la présence juive. Il s'est déplacé dans le pays, il a vu Tel Aviv et il est allé, il a marché dans les rues, il écrivait. En 1908, il n'y avait pas de maison ici, mais en 1929, il y a à peu près 5000 maisons. Et le symbole de la ville, c'est « je te construirai ». Et il ajoute « lorsque la première pierre a été posée », il y a eu des problèmes. En 1929, on ne parlait pas encore de les implantations. Ce qu'on voulait, c'était nous faire partir de Tel Aviv et de tous les coins de cette terre. Ils n'ont pas réussi à nous chasser de Tel Aviv ni à la détruire. Ils n'ont pas pu empêcher la création de l'État d'Israël, mais ils n'ont jamais cessé d'essayer d'atteindre leur but. Et ici, Monsieur le Président, nous avons obtenu l'aide de la France. Lorsque nous étions dans la clandestinité, pendant les premières années de notre État, la France se trouvait à notre côté. Et je crois que qui pourrait le mentionner et en être témoin mieux que n'importe qui? C'est le président de notre État, Shimon Peres, qui était au centre de ce développement des relations entre les deux pays. Alors, depuis lors, il y a eu des hauts et des bas dans nos relations, mais jamais le lien profond entre nos deux pays n'a été mis en question. Monsieur le Président, j'ai dit plusieurs fois dans cet hémicycle que j'accepte la solution de 2 États pour les 2 peuples dans le cadre d'une paix véritable, de la fin tous ces troubles et une paix durable pour notre État. Alors, tous les parlementaires ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais il est certain que nous sommes tous unis pour une chose, c'est que pour avoir une paix véritable, il faut que ce soit une paix double, mutuelle. On ne peut pas reconnaître un État palestinien si les Palestiniens ne reconnaissent pas notre État, notre nation. Monsieur le Président, il y a quelques heures, vous avez rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Je lui lance un appel d'ici aujourd'hui. Je lui dis, brisons le gel. Venez ici à la Knesset d'Israël et moi je me rendrai à Ramallah. Venez ici sur cette estrade et venez reconnaître la vérité historique. Nous avons un lien de 4000 ans avec Eretz Israël, avec la terre d'Israël. Nous avons le droit de nous autodéterminer. Et s'il y a une paix véritable, il n'y aura plus d'exigence du peuple
palestiniens, y compris les exigences sur la superficie de cet État et sur l'État lui-même. Monsieur le Président, c'est là l'aspiration de chacun d'entre nous en Israël et cela comprend les milliers de Français qui ont émigré ici et qui font partie intégrante de notre pays. Cette communauté a fait un apport formidable pour la stabilité de l'État et également pour son avenir. Et ils conservent leur lien avec les grandes communautés juives en France. Malheureusement, cette communauté juive en France doit affronter aujourd'hui des actes antisémites. Et je sais, très cher ami François, que vous veillez et vous êtes actif avec enthousiasme et sans arrêt contre ces actes. Hier, nous nous sommes rendus ensemble à Yad Vashem et j'ai vu votre profondeur, votre sensibilité, votre émotion face aux objets exposés. Et je me souviens également de cette visite que nous avons faite ensemble à Toulouse après ce massacre dans cette école juive. Et je veux à nouveau dire aucune tentative de nous faire peur, de nous détruire, de nous détacher d'ici. Aucune de ces tentatives ne réussira. L'État d'Israël est fort, le peuple d'Israël vit. Mon très cher ami François, bienvenue dans notre pays. Bienvenue à la Knesset, bienvenue à Jérusalem. Je remercie le Premier ministre d'Israël et j'ai l'honneur de donner la parole à la chef de l'opposition à la Knesset, Shelly Yachimovitch. Monsieur le Président Shimon Peres, Monsieur le Président de la République française, je suis très honorée et très heureuse de vous accueillir à Jérusalem. Monsieur le Président de la Knesset, Yuli Edelstein, Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son épouse, les ministres, les juges de la Cour suprême, mes collègues de la Knesset, très chers amis personnels de la Knesset, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour la position de la France en ce qui concerne l'Iran et le nucléaire. Je suis la chef de l'opposition, mais dans cet hémicycle, il n'y a pas d'opposition entre nous tous, la coalition et l'opposition. Il ne faut pas que l'Iran soit capable d'avoir cette possibilité nucléaire. Et nous vous remercions pour votre position. J'ai eu l'honneur de vous rencontrer plusieurs fois déjà. J'ai eu l'honneur de discuter avec vous de sujets politiques et économiques. Et il y a 1 an et demi au palais de l'Élysée, je vous ai dit combien il est important et combien il est nécessaire que ces sanctions fassent poids sur l'Iran pour éviter la guerre. Mais je reconnais que je ne m'imaginais pas à l'époque que votre attitude et l'attitude de la France serait aussi claire et
apporterait tant à la sécurité de la région et à la paix de la région et à la paix du monde, parce qu'une possibilité, une capacité nucléaire dans les mains d'un État fondamentaliste n'est pas le problème d'un seul pays. Cela met en danger toute l'humanité. Notre position, celle du Parti travailliste, c'est qu'il faut toujours un processus diplomatique plutôt que la guerre. Alors, si la diplomatie et les pourparlers permettent de trouver une solution, il n'y a pas, entre la guerre et la diplomatie, il y a également la diplomatie efficace. La diplomatie effective, efficace, donne toutes sortes d'autres options pour que la partie qui est menaçante, pour qu'elle sache que ces menaces ne peuvent pas avoir de prise. Il faut créer des frontières, des limites. Et les limites dont vous parlez, Monsieur le Président, en tant que pour l'Iran et pour la Syrie, eh bien, tout cela, tout ce que vous faites, nous vous remercions pour cela. Vous êtes venu, Monsieur le Président, à un très bon moment, non pas seulement pour le problème de l'Iran. Vous êtes venu à la Knesset après avoir rendu visite à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Le Parti travailliste, comme vous le savez, est un parti pour la paix, sioniste, pragmatique, qui est pour la solution de deux États pour deux peuples depuis très longtemps. Nous sommes à la tête de l'opposition. Nous ne faisons pas partie du gouvernement parce que nous avons des différends importants idéologique et pratique entre la manière dont agit le Premier ministre et ce que nous pensons. De toute façon, ce sont des discussions démocratiques qui vont au-delà de la politique vers la société, vers toutes sortes d'autres problèmes dans la société. Parce que j'en parle, parce que nous avons décidé de faire partie de l'opposition. Nous ne voulons pas faire partie du gouvernement et nous insistons toujours pour dire que si nous arrivons à un début d'accord avec les Palestiniens, nous serons un filet de sécurité pour le Premier ministre Netanyahou. Et nous serons stables, même si nous avons des différends et même si nous sommes une opposition active et efficace. Dans ce cas-là, nous ne serons pas une opposition et cela au cas où on adopte les mesures que nous soutenons. Nous pensons qu'il faut un accord avec les Palestiniens, des frontières bien dessinées et qu'il faut, malgré tous les obstacles, respecter tous ces éléments parce que cela permettra à l'État d'Israël de continuer à survivre en tant qu'État démocratique et sioniste. Et nous avons des discussions avec les Palestiniens, en présence des États-Unis. Eh bien, nous, au Parti travailliste, nous ne sommes pas satisfaits du rythme de ces discussions. Votre intervention peut apporter énormément pour la participation de cette présence internationale qui est importante. Nous apprécions votre sagesse, le fait que vous voyez toute l'image et également le fait que vous avez beaucoup de puissance, et cela surtout à cause de l'initiative saoudite qui date depuis plus de 10 ans, mais qui
est revenu au premier plan, qui fait également partie de l'axe des pays arabes modérés, et vous aussi, vous êtes en contact avec eux, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Premier ministre qui le dit. Très souvent, nous avons des intérêts communs avec eux, notamment lorsque nous faisons face à cet axe chiite extrémiste de l'Iran, du Hezbollah. Mais de notre point de vue, il y a bien plus que des intérêts communs, bien plus qu'un potentiel économique. C'est surtout l'opportunité formidable et historique pour des accords de paix entre Israël et le monde arabe modéré. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que dit la Ligue arabe, mais nous avons rappelé dans notre charte, la charte de notre parti, certains des principes qui sont mentionnés là-bas. Et avec votre aide, nous espérons pouvoir arriver à quelque chose. Et nous saluons également votre attitude vis-à-vis de l'antisémitisme. Vous dites que c'est une monstruosité, vous dites qu'il faut la mentionner de son nom. Et tout cela doit être puni. Tout cela est un signe, tout cela est le signe du fanatisme. Et tout ce que vous avez dit à ce sujet représente votre attitude, et je vous salue pour cela. Cette haine d'autrui que vous critiquez, eh bien, vous veillez à ce que cela ne se produise pas. Vous avez signé des lois, les lois comme pour la défense de l'être humain, le droit de se marier lorsque l'on appartient au même sexe, le droit d'adopter, et tout cela est un symbole d'accepter autrui. Et nous aussi, nous espérons pouvoir voter une loi pour le respect de tous dans notre État. Et nous avons ici l'union de beaucoup de partis pour faire adopter cette loi. Et vous êtes un exemple de loi morale. Et nous, qui sommes un parti démocratique, nous nous inspirons de ce que vous faites. Votre visite va contribuer à renforcer les liens économiques entre nos deux pays. Je vois également le ministre des Affaires étrangères, Laura Fabius. Je vois Pierre Moscovici. Je vois d'autres ministres que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et vraiment, cette chaleur qui vous accueille ici est une occasion de renforcer les liens avec la France dans le domaine du commerce, du développement, dans la sécurité, dans l'académie, les universités. Nous sommes très fiers de ce que nous avons à proposer. Nous avons dans notre charte, la charte de notre pays, les principes de l'égalité, et nous sommes inspirés également par ce que la France fait dans ce domaine. Merci. תודה ליושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. Monsieur le Président, chef de l'opposition, et je vous invite à porter votre message devant les membres du Parlement et le peuple israélien. Comme notre Premier ministre a dit, il y a un demi-million d'Israéliens qui peuvent vous comprendre sans traduction. Monsieur le Président, s'il vous plaît. J'ai l'honneur de donner la parole au président de la République française, M. François Hollande.
Monsieur le Président de l'État d'Israël, cher Shimon Peres, Monsieur le Premier ministre, cher Benjamin Netanyahou, Monsieur le Président de la Knesset, qui a tant voulu que je m'adresse à cette Assemblée. Madame le chef de l'opposition, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie sincèrement pour l'honneur que vous faites à la France, en me permettant de m'exprimer ici, devant votre Assemblée, la Knesset, qui est à la fois le symbole et l'incarnation de la démocratie israélienne, qui rassemble ici toutes les sensibilités que votre pays compte en son sein. Ma présence ici me permet de saluer votre État pour le 65e anniversaire de sa déclaration d'indépendance. Israël. Israël est né d'une indicible douleur, celle d'hommes et de femmes qui, au fond des gouffres, dans les abîmes, malgré les persécutions, les pogroms, espéraient un jour trouver ici, enfin, la lumière. Israël est né d'une irrésistible volonté, celle qu'exprimait prophétique Théodore Herzl quand il déclarait au monde entier qu'il serait libéré par votre liberté, enrichi par votre richesse et grandi par votre grandeur. Cette histoire, c'est vous qui l'avez écrite. Le 14 mai 1948, vous avez fondé une nation souveraine, égale à toutes les autres, mais différente des autres, car vous avez fait de votre tragédie le levier pour construire votre pays. Vous vous êtes battu tant de fois depuis 65 ans pour préserver votre pays. Et si Israël vit, si Israël existe, vous ne le devez qu'à vous-même. Je veux donc rendre hommage à tout le peuple juif dont l'histoire se confond avec celle de l'humanité tout entière. Éparpillés sur les eaux profondes des autres civilisations, comme l'écrivait l'historien français Braudel, les Juifs se sont adaptés aux conditions qui leur étaient proposées, souvent hostiles. Ils ont néanmoins chanté et écrit dans plusieurs langues. Ils ont fait don de leur talent, de leur science, de leur créativité. Ils ont permis au monde d'être meilleur. Mais pour autant, ils n'ont jamais, ces Juifs, cessé de tourner leur regard vers cette terre, la terre d'Israël. Mais ce n'est qu'après l'abomination de la Shoah qu'enfin le peuple juif a trouvé ici sa patrie. Il a bâti son toit politique, abritant une démocratie dont rien n'a jamais pu altérer la vitalité. C'est ici qu'il a constitué un foyer qui rassemble par l'esprit et par le cœur des millions d'hommes et de femmes du monde entier, qui regardent avec admiration et pour beaucoup fierté comment Israël accomplit sa promesse. Ici a été créée une société ouverte, fondée sur l'égalité de droits de tous les citoyens,
sans distinction de croyance ou de sexe, comme l'avaient voulu vos pères fondateurs. Vous avez construit une économie solide, dynamique, prospère, sur une terre qui n'était pas forcément la plus fertile et avec des ressources qui étaient limitées. Vous avez gardé l'esprit des pionniers et aujourd'hui, dans le domaine des hautes technologies, vous avez même pris de l'avance. Je suis là pour vous rattraper et donc pour partager avec les universités qui sont les vôtres, les laboratoires qui comptent parmi les plus performants du monde. Vous avez été capable d'être un centre mondial d'innovation. Vous avez aussi donné de grands savants comme Dan Shechtman et d'autres, tant d'autres que je ne vais pas citer, qui ont reçu d'illustres distinctions pour leurs travaux scientifiques. Vous avez donné également de grands écrivains comme Chagagnon, le prix Nobel, qui a été salué pour son art de la narration profondément caractéristique des motifs de la vie du peuple juif. Et puis aussi tant de cinéastes brillants qui ont conquis le public partout dans le monde. Mais je ne vais pas ici citer tous ceux qui ont fait l'honneur de votre pays. Je vais me tourner vers Shimon Peres, parce que lui est à la fois le témoin et l'acteur de l'histoire, la vôtre. Il est aussi le témoin et l'acteur de notre histoire, celle de la relation entre Israël et la France. Quand je me pose une question sur ce qu'étaient les rapports entre Israël et mon pays, j'appelle Shimon Peres. Car lui a rencontré le général de Gaulle. Car lui, Shimon Peres, était l'ami de François Mitterrand. Beaucoup s'en réclamaient, mais il y en avait peu. Il en était. Et ça ne l'a pas empêché d'être l'ami de beaucoup d'autres. Oui, la France a été toujours du côté d'Israël, dès le premier jour, pour affirmer son droit à l'existence. Et 65 ans après, je viens exprimer ici, au nom de la France, comme François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy l'avaient fait avant moi, l'amitié de la France pour Israël. Cette amitié, elle vous est acquise. Elle est d'autant plus forte qu'elle dépasse les alternances politiques, les dirigeants successifs et même les aléas de la vie internationale. Parfois, cette amitié a pu être non pas compromise, jamais compromise, mais heurtée par la franchise qui a dû être la nôtre ou qui a dû être la vôtre. Car entre amis, l'élégance consiste d'abord à se dire la vérité. Mais l'histoire a créé un lien, une relation indestructible entre nous, qui remonte à loin, comme l'a dit le Premier ministre, au temps des Lumières, des grands philosophes qui eux-mêmes s'étaient inspirés du judaïsme pour porter un message universel. La France ne serait pas la France si, en 1791, elle n'avait pas été la première, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à reconnaître les Juifs en Europe comme des citoyens à part entière. La France ne serait pas totalement la France si du fond de la conscience ne s'étaient pas élevées des voix comme Émile Zola, comme Georges Clemenceau, comme Jean Jaurès, pour défendre l'honneur outragé du capitaine Alfred Dreyfus. Et c'est parce qu'en France, des voix s'étaient élevées pour défendre Dreyfus que des Juifs en Europe
étaient venus dans mon pays en toute confiance, parce qu'ils se disaient que là, ils ne risquaient plus rien. Oui, notre histoire, c'est aussi qu'entre 1942 et 1944, 76 000 Juifs ont été déportés de France. J'ai rappelé, c'était le 16 juillet 2012, après que Jacques Chirac l'avait fait, avant moi, 70 ans après la rafle du Veldiv, que ce crime avait été commis en France, par la France, contre la France. Mais j'ai rappelé aussi que si certains s'étaient couverts de honte, tellement d'autres, plus nombreux, avaient protégé et sauvé des Juifs, au point pour certains d'être admis dans la mémoire des justes et ainsi être les garants de l'honneur de la France. Oui, Benyamin Netanyahou l'a rappelé, nous étions hier à Yad Vashem, saisis par l'émotion, par la douleur, par l'effroi, et en même temps conscients de l'obligation qui est sur nous, sur tous les pays qui ont connu cette tragédie, d'être fidèles à l'obligation qui leur est faite, que plus jamais ne se reproduise un crime contre les Juifs. Et c'est pourquoi la France combat de toutes ses forces l'antisémitisme, où qu'il se déploie. Nous le pourchassons sans répit sur notre sol, parce que cette abjection, hélas, n'a pas disparu. Elle remonte aux profondeurs de l'histoire, elle prend des masques chaque fois différents, cherche des justifications, mais elle est toujours le visage de la haine. Elle continue de tuer des innocents. Et le 19 mars 2012, dans cette école, une école, au Zaratora, à Toulouse, Myriam Monsonego, Gabriel Sandler, Arié Sandler, Jonathan Sandler ont été assassinés. Assassinés parce qu'ils étaient juifs. Eh bien, j'avais, dès le lendemain de cette tragédie, dit, je n'étais pas encore président, combien ce crime, là encore, ne pouvait pas rester sans être impuni, mais surtout que nous devions prévenir toute résurgence de l'antisémitisme. Il y a un an, avec Benyamin Netanyahou, nous étions à Toulouse pour rendre hommage à ces familles. Et demain matin, je me rendrai au cimetière de Givat Shaul, où ils reposent. Ils sont vos frères et vos sœurs, mais ils sont aussi les nôtres. Et je réaffirme ici, à cette tribune, l'engagement de la République française de veiller en toutes circonstances sur la sécurité et sur l'intégrité des Juifs de France. Je sais ce que représente la communauté juive en France. Elle est la première d'Europe. Elle contribue aujourd'hui, comme hier, à la grandeur de mon pays. Elle lui a offert d'illustres et belles figures dans tous les domaines politiques, scientifiques, artistiques, économiques. Elle est pleinement française, mais fraternellement attachée à Israël. Plusieurs de ses représentants ici m'accompagnent. Ils étaient aussi avec moi en Palestine. Et je les en remercie, prouvant là aussi que cette cause de la paix est partagée. Je sais aussi que plus de 100 000, on me dit 120 000, peut-être encore davantage, Français résident en Israël et vivent cette double fidélité d'apporter leur concours à la vitalité de votre pays
et en même temps de faire rayonner la France, ici, en Israël. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que 10% de la population israélienne parlait le français. Vous en avez fait d'ailleurs la preuve, tous. Je me suis même demandé pourquoi vos discours avaient été traduits. Et pourquoi le mien l'est encore. Mais nos deux langues sont liées aussi par leur histoire. Une légende veut que le fondateur de l'hébreu moderne, Eliezer Ben Yehuda, avait dit que c'était dans une rue de Paris, dans un café du boulevard Montmartre, qu'il se mit à parler l'hébreu. Et il ne l'avait pas parlé sans le connaître. Mais c'était à Paris qu'il avait pris conscience qu'il convenait de le parler. Et d'en faire même le premier dictionnaire moderne. Pourquoi? Parce que la langue française est une langue de partage. Parce que la langue française est une langue qui se donne aux autres. Et que l'hébreu aussi a cette vocation universelle. Eh bien, je souhaite que la culture, mais aussi les langues que nous parlons puissent être partagées. C'est un élément de notre relation. La culture, les valeurs, les principes, ce qui nous rend fiers d'être des peuples qui considérons que nous avons un message à livrer au monde. Nous avons donc souscrit, le Premier ministre et moi-même, une déclaration pour une nouvelle étape de notre coopération bilatérale. Soyons francs, des déclarations, nous en faisons beaucoup. Nous en écrivons un grand nombre. Et parfois, je me demande ce qu'elles deviennent une fois l'encre séchée. Cette fois-ci, nous avons voulu donner une nouvelle force à notre amitié. Sur le plan économique, des entreprises françaises sont présentes en Israël, dans des domaines importants, l'énergie, le transport, les nouvelles technologies. Et il y a eu des accords, et j'en suis heureux, entre entreprises françaises et entreprises israéliennes pour des infrastructures, notamment ferroviaires, ou pour le photovoltaïque. Mais reconnaissons qu'il n'y en a pas assez d'entreprises françaises présentes en Israël, qu'il n'y a pas assez d'échanges commerciaux entre nos deux pays, que nous devons faire davantage. Et nous avons fait le choix de mettre l'innovation et les nouvelles technologies au cœur de notre coopération. Vous êtes, paraît-il, les champions du monde des start-up. Mais d'une certaine façon, Israël est une start-up. Eh bien, nous devons faire en sorte que toutes ces entreprises qui créent, qui inventent, qui sont sur les technologies, non pas de demain, mais d'après-demain, puissent, françaises, israéliennes, créer des liens nouveaux, des partenariats d'excellence. Parce que nous avons nous-mêmes cette ambition scientifique. La France est un grand pays de recherche, consacre moins d'argent que vous à cette nécessité de la recherche. Vous êtes le pays qui dépensez le plus, donc le mieux, pour la recherche et pour l'innovation. Nous avons décidé de relancer le Haut Conseil franco-israélien pour la science et pour la technologie. Je veux aussi qu'il y ait plus d'étudiants israéliens en France, français aussi en Israël, que les coopérations entre l'école polytechnique et l'université du Technion puissent être considérées comme des références pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Et je parlais de culture. Je propose que nous organisions une saison croisée entre la France et Israël en 2018 pour le 70e anniversaire de votre État. Voilà ce que nous avons à faire ensemble, comme pays amis. Ensuite, nous devons aussi nous parler des grands enjeux de la planète, du monde. Et le premier enjeu, c'est la paix et la sécurité.
La France connaît bien le Proche-Orient par son histoire, par ses responsabilités, par sa vocation de membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Eh bien, la France veut y rester engagée. C'est son devoir. Nos principes pour cette région, vous les connaissez, et ils n'ont pas changé depuis la naissance de votre État. Nous considérons toujours qu'Israël a le droit et le devoir de se défendre, de protéger son existence, de garantir la sécurité de son peuple. Je sais que vous comptez sur vos propres forces pour y parvenir, mais sachez que la France est là et qu'elle est votre amie. Mais nous devons aller plus loin et le montrer. D'abord sur le sujet de la prolifération. La France ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous n'avons rien contre l'Iran. C'est un pays qui est issu lui-même d'une longue et grande histoire. Nous n'avons rien contre son peuple, qui mérite de pouvoir accéder à l'énergie, y compris nucléaire, sur le plan civil. Mais nous ne pouvons pas admettre qu'il puisse y avoir l'accès à l'arme nucléaire, parce que ce serait une menace pour Israël, pour d'autres pays de la région, qui l'ont parfaitement compris, mais également un danger pour le monde. Tout doit donc être mis en œuvre pour résoudre cette crise. Comment? Par la voie de la diplomatie, de la négociation, oui. C'est toujours la voie qu'il faut emprunter. C'est celle qui permet d'arriver à un accord, de le vérifier, sans qu'il y ait le risque de l'embrasement. Oui, la négociation. Les 5+1 ont fait des propositions sérieuses, solides et crédibles. Alors même que les négociations étaient en ferré depuis des années et que rien ne semblait devoir bouger. La France a fait en sorte, et son ministre des Affaires étrangères y a veillé, que toutes les exigences soient prises en compte et que toutes les garanties soient prévues. C'est maintenant à l'Iran de répondre. Pas par des simples mots, pas par de vagues promesses, non, par des mesures concrètes et vérifiables. Et donc, j'affirme ici que nous maintiendrons les sanctions tant que nous n'aurons pas la certitude du renoncement définitif et irréversible de l'Iran à son programme nucléaire militaire. Sur un autre sujet, un autre enjeu, le terrorisme. La France a montré qu'elle était prête également à prendre ses responsabilités. Le terrorisme, vous savez ce que c'est. Cette souffrance infinie infligée à des innocents. Et nous avons vécu ensemble le drame de l'enlèvement de Gilad Shalit pour savoir ce que ça peut représenter aussi, ces captures, ces otages. La France est concernée. Mais nous sommes touchés aussi par le terrorisme quand des journalistes sont assassinés. Parce qu'ils sont journalistes. Et aussi parce qu'ils sont français. Alors quand un pays est menacé par le terrorisme, pas simplement par des actes terroristes, mais par une invasion terroriste, parce que le terrorisme s'est constitué maintenant non plus simplement en groupe, mais en force capable de contrôler des territoires, alors la France répond à la demande qui lui est faite. Ce fut le cas au Mali, et la France a pris sa responsabilité. Parce que devant le terrorisme, il convient d'agir vite, d'agir fort et d'agir dans le droit international.
L'autre enjeu, c'est la situation au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a connu ces derniers mois des changements considérables, des bouleversements. Et nous devons faire en sorte aujourd'hui que les pays qui constituent cette région puissent retrouver stabilité et liberté. Mais comment ne pas évoquer le drame syrien? La France, là aussi, depuis plusieurs mois, alerte la communauté internationale. Ce n'est pas n'importe quelle guerre civile qui se produit en Syrie contre un dictateur. C'est l'écrasement d'un peuple qui provoque forcément l'arrivée de groupes qui s'emparent du désarroi, de la colère, de l'exaspération de ce même peuple pour essayer de détourner le sens même de sa révolution. Nous avons, nous, lorsque les armes chimiques ont été utilisées en Syrie, car elles ont été utilisées en Syrie, nous avons fait la pression militaire, politique, qui s'imposait. Et s'il n'y avait pas eu cette pression militaire, dont certains se sont un moment interrogés quant à son bien fondé, s'il n'y avait pas eu la pression militaire, il y aurait encore aujourd'hui des armes chimiques qui seraient utilisées en Syrie. Elles doivent être détruites, elles le seront. Mais nous n'en aurons pas terminé. S'il n'y a pas une solution politique en Syrie, s'il n'y a pas une transition, alors il y aura de plus en plus de réfugiés. Alors des pays qui vous sont proches, qui sont vos voisins, seront déstabilisés. Jordanie, Liban notamment. Nous avons donc l'obligation de trouver une solution. Et la France ne ménagera pas sa peine pour y parvenir. Le dernier enjeu, c'est celui de la paix et de la négociation avec la Palestine. Je ne suis pas venu pour vous donner des leçons, mais pour vous parler avec sincérité et franchise, dans un absolu respect de ce que vous avez à décider vous-même, car c'est vous qui décidez. Mais vous ne décidez pas simplement pour vous-même, vous décidez pour la région et pour le monde entier. C'est là votre responsabilité. Je me souviens des mots de David Grossman. Il faut défendre nos vies, mais aussi s'obstiner à préserver notre âme de la contamination du cœur, qui est la grande malédiction de ceux qui vivent dans une zone de tragédie. Il parlait à son fils Uri, mort à la guerre en 2006. Et ces mots sont ceux de l'infini courage d'Israël qui doit négocier et aller vers la paix. Depuis 20 ans, vous avez parcouru un long chemin. Des solutions qui paraissaient inconcevables, des mots qui étaient imprononçables, sont devenus communs. À commencer par la nécessité d'un État palestinien dont François Mitterrand avait parlé ici, à cette tribune, il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'avancer et d'avancer encore, mais de conclure un accord définitif de paix. Le statu quo n'est pas tenable. Il provoquera toujours le ressentiment, la rancune et la haine. Moi, je suis conscient, bien sûr, des obstacles que vous avez à surmonter. Il y a l'engagement du Premier ministre, Benyamin Netanyahou, qui a posé des actes pour que la discussion reprenne. C'était nécessaire. D'autres gestes devront suivre. Mais je mesure ce qu'a été la libération de prisonniers. Du côté palestinien, j'étais avec le président Abbas. Nous avons aussi, dans le même esprit, car je n'ai pas deux langages, un langage ici et un langage en Palestine. J'ai dit les efforts qu'il y avait à faire, le réalisme qu'il fallait apporter pour trouver la solution. Le réalisme sur tous les sujets, c'est le sens même des discussions et des négociations que vous avez. La position de la France est connue.
C'est un règlement négocié pour que l'État d'Israël et l'État de Palestine, ayant tous deux Jérusalem pour capitale, puissent coexister en paix et en sécurité. Deux États pour deux peuples. Tel est le constant message pour un règlement final. Mais un règlement final veut dire en terminer avec toutes les revendications. Un règlement final, ce n'est pas pour avoir ensuite une nouvelle demande d'un accord, c'est en terminer enfin avec ce conflit. Cet accord n'aura de sens que si la sécurité d'Israël est renforcée et si toute nouvelle menace est écartée. Quant à l'État palestinien, il devra être construit sur des bases solides. Il devra être viable. C'est pourquoi la colonisation doit cesser, car elle compromet la solution des deux États. De la même manière, des facilités doivent être données pour l'économie palestinienne, pour que toutes les occasions de son développement, de sa croissance, puissent permettre d'avoir une vie meilleure, et que beaucoup se disent que c'est la paix qui permettra d'avoir enfin la prospérité et la reconnaissance de tous les talents. La France est prête à vous accompagner. C'est vrai que la France a de bonnes relations avec les pays arabes, et depuis longtemps. Et nous sommes tout à fait disposés à utiliser justement cette confiance qui nous est apportée à la France du côté des pays arabes pour leur dire, poussez aussi à la négociation, faites en sorte, non pas simplement de prendre une initiative, elle est nécessaire, mais d'aller jusqu'au bout pour convaincre toutes les parties d'aller vers l'accord. Voilà ce que j'ai été venu vous dire sur nos relations, notre amitié, notre confiance, notre espérance. Avant même la création de l'État d'Israël, un grand Français, Léon Blum, vous l'avez évoqué, faisait un rêve. Il était à la fin de sa vie. Il avait connu lui aussi bien des épreuves. Je ne parle pas de son expérience gouvernementale, qui est en soi une épreuve. Non, je parle de la déportation. Il était revenu fatigué, vieilli. Il savait que sa mort était proche. Alors, il avait écrit un livre pour transmettre aux générations à venir un message. Ce message est le suivant. Ce qui fait la noblesse de l'homme, c'est de prévoir, c'est d'espérer, c'est d'anticiper, c'est de travailler à une œuvre qu'il ne contemplera pas lui-même, qui ne sera pas achevée et dont il ne profitera jamais. Le temps a passé. Une partie du rêve de Léon Blum s'est accomplie. Il regardait aussi vers Israël. Mais l'œuvre, elle n'est toujours pas achevée. Cette œuvre s'appelle la paix. La paix. Elle requiert du courage, sans doute plus que de faire la guerre. Du courage, vous n'en manquez pas. La paix, elle exige de la volonté, celle de vaincre ses propres blessures, ses propres deuils, ses propres peurs. Vous avez montré que vous en étiez capable. La paix, surtout, elle suppose de la confiance, ça c'est le plus dur. Confiance dans l'autre, dans le partenaire, confiance dans l'avenir, confiance en soi-même, confiance même en ses alliés et en ses amis. Il faut avoir confiance. Au début, c'est difficile, puis après, on la mérite, on la cherche et on la trouve. La paix, c'est la plus belle des œuvres humaines. La paix, ce sera votre victoire, votre plus grande victoire. Et je vais terminer par des mots qui, j'espère, seront prononcés comme il convient. Hayim Arukim Ve Shalom Le'am Israël.